D'abord, je vous remercie d'être là parce que c'est courageux, un 28 juin, à l'orée des vacances scolaires, de l'été, de la chaleur qui nous attire vers l'extérieur, et s'intéresser à un personnage un peu sombre de la Renaissance, c'est pas évident. Bon, donc merci à vous d'être là. Alors je dis un personnage un peu sombre, mais moi je suis très heureux de parler de Paracelse parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui m'a marqué. Son parcours, on va faire un peu tout à l'heure le parcours de sa vie, parce que c'est important de le connaître pour comprendre ce qu'il a pu être et ce qu'il a pu apporter dans cette période de Renaissance. Il faut savoir qu'il est vraiment contemporain des grands noms de la Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, mais aussi de savants comme Copernic. Et c'est une période vraiment de récupération de connaissances et d'arrivée d'un certain nombre de connaissances nouvelles par les sciences qui vont bouleverser la vision du monde. On parle de la révolution copernicienne, c'est le fait de passer d'une vision géocentrée, où la Terre est au centre du monde, à une vision héliocentrée. Et ça change beaucoup de choses dans la mentalité des gens. Donc, et lui, il arrive donc, né en 1493, Philippus Theophrastus Aurelius Bombast von Hohenheim. Voilà, bon, heureusement, il a choisi à un moment donné un nom plus court qui est Paracelse. Composé de deux mots, para qui veut dire à côté de, et cels qui est le nom d'un médecin romain du 1er siècle qui s'est un peu opposé à la vision du christianisme naissant, qu'il jugeait un peu réducteur par rapport aux traditions du passé. Bon, voilà, donc il a... En fait, ce sont des amis ou certains de ses élèves qui l'ont appelé comme ça, et lui, ça lui convenait très bien, donc il a accepté ce surnom, ce nom de Paracelse, à partir de 1529, nous dit-on. Alors, s'intéresser à Paracelse, c'est inévitablement s'intéresser à la médecine. Et lui sera celui qui va expliquer que nul ne peut être médecin s'il n'est philosophe, astronome, alchimiste et vertueux. Vertueux et moraliste, dans le sens où il veut dire capable d'appliquer à lui-même une vie morale. On reviendra sur ces aspects qui seront le cœur de la conférence. Mais on va d'abord faire le parcours de sa vie, son parcours. Il naît donc en Suisse, dans un petit village à Eisleben. Son père est médecin et le petit Théophraste a 7 ans, sa mère décède et son père déménage pour aller en Autriche, dans une petite ville, à Villach. Et c'est là qu'il exerce son métier de médecin. Le petit Philippus Théophrastus est plutôt chétif, malingre, et pour penser lui faire du bien, son père l'emmène avec lui lors de ses visites dans les campagnes pour qu'il prenne l'air, pour qu'il voie ce qui lui fait apparemment le plus grand bien, mais aussi qui commence à l'initier à la médecine, puisque son père va le former, va lui enseigner les mathématiques, la géométrie, l'astronomie. Et c'est d'abord avec son père, médecin, donc pendant toute son adolescence, qu'il apprend les bases de l'art de soigner. Et le jeune homme comprend assez vite que sa mission, le rôle qu'il a joué, sera d'aider ses contemporains, d'aider ses semblables à soulager leurs souffrances. Donc la voie d'être médecin, pour lui, est complètement naturelle et il le comprend assez tôt.
Lorsqu'il a 20 ans à peu près, il va commencer des voyages. Pendant une dizaine d'années, il va voyager beaucoup pour continuer à voir toutes les manières qu'il peut exister de soigner les gens et de les soulager. Donc, on le retrouve en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en Scandinavie, en Russie. En Russie, il est fait prisonnier par les Tartares, qui sont une peuplade indo-européenne, et comme ils s'aperçoivent qu'il a une certaine connaissance, et lui, Paracels, parvient à soigner des gens dans la population tartare, il est assez vite introduit auprès du grand Khan, qui est le chef tartare, et qu'il accepte auprès de lui et qu'il l'envoie même avec son fils dans une mission à Constantinople. Donc il se retrouve à Constantinople. De là, il va rencontrer des médecins arabes dont il va apprendre beaucoup. Il va en Palestine, à la Mecque, en Égypte. Et enfin, il revient en Italie. Est-ce que quelqu'un pourrait aller chercher un verre d'eau pour moi? Il revient en Italie où il va suivre des cours à la faculté. Alors, ses détracteurs diront qu'il n'a jamais qu'il n'a jamais obtenu un diplôme de médecine. C'est peut-être vrai, mais lui, Paracels, ce n'est pas ce qui l'inquiétait. Il est dans une époque, et il dit d'ailleurs la phrase qui est en dessous, comme eux, il parle des autres médecins, comme eux, j'adhérais moi aussi fortement et fermement à leurs sciences et opinions. Je suivis les mêmes principes et préceptes de la médecine. Mais, ayant reconnu que par cette voie, on ne pouvait faire autre chose de mieux que tuer, blesser, affaiblir et perdre les malades, et que de plus, il n'y avait aucune certitude dans cette médecine, je me vis obligé, par la propre raison et par la conscience, de chercher la vérité où elle était. Donc il est clair que pour lui, l'art de soigner n'est pas dans les facultés de médecine de l'époque. Mais il y va, il va justement voir et s'instruire de cette médecine. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un homme de Renaissance au carrefour des connaissances, à la fois issues de l'Antiquité grecque, gréco-romaine, égyptienne aussi, avec l'hermétisme notamment, et des sciences mathématiques, astronomiques, qui commencent à s'opposer à certains dogmes établis. Comme je vous l'ai dit, il est contemporain de Copernic, et ceci va opérer un changement important dans la vision du monde de l'époque. Dans le domaine médical, il se trouvera toujours en conflit car il s'oppose à une connaissance sclérosée de la médecine d'Hippocrate et de Galien. En fait, on y reviendra un peu. Merci Steve. Donc, après l'Italie, il se retrouve à Salzbourg, en Allemagne, à la limite de l'Autriche, et il prend parti dans un conflit de guerre révolutionnaire de paysans contre les nobles, il prend parti pour les paysans. Il est obligé de fuir et il se réfugie à Strasbourg. Là vont intervenir ses premières guérisons extraordinaires. De Strasbourg, il est appelé à Bâle par Frodden, un éditeur humaniste, qui souffre horriblement d'une infection dans une jambe, et tous les médecins qu'il voit lui disent qu'il n'y a pas d'autre solution que l'amputation. Il fait appel à Paracels, je ne trouve pas l'expression pour dire que comme il n'y a plus d'autres, en désespoir de cause, il fait appel à Paracels. Paracels le voit, il le guérit, donc il garde sa jambe et il devient son protecteur. Frodden devient le protecteur de Paracels. Là, dans cette période à Bâle, il va rencontrer Erasme, qui est un grand humaniste.
il est nommé médecin principal, instructeur à l'université de Bâle. Il a donc un certain nombre de succès, de reconnaissance, mais il va, avec ses étudiants, il va brûler sur la place publique l'énorme bouquin, le Canon d'Avicenne, qui est un livre qui reprend toutes les bases de la médecine hippocratique et de Galien. Il en profite le jour de la Saint-Jean pour faire un joli feu de joie. Bon, donc vous voyez que c'est en fait, à partir de là, il va devenir, et on va l'appeler le savant vagabond ou le vagabond génial, ou bien le médecin maudit, selon le positionnement des uns et des autres. Donc le malaise grandit avec les médecins de la faculté, ce qui l'oblige à changer continuellement de résidence. On va le retrouver à Colmar, Nuremberg, Souabe, Franconie, Sainte-Gall, Neubourg, Ulm, Augsbourg, Munich, Appenzell. Et à certains moments, notamment à Appenzell, il vit dans la plus grande pauvreté, obligé de mendier pour survivre. Donc, chaque fois qu'il arrive dans un lieu nouveau, sa médecine a du succès, il trouve des protecteurs, de notables ou de mécènes, puis surgissent des jalousies et des critiques, et il est obligé de fuir. Paracelse s'est lui-même expliqué de sa vie d'errance de ville en ville. Il a dit à maintes reprises que c'est sur le tas, par l'expérience directe, qu'on apprend le plus. Je préfère les sentiers et les routes aux universités où l'on n'apprend rien. Comme ça, c'est clair. En tout cas, c'est un être entier, authentique, il ne fait aucune compromission et il est fidèle justement à sa devise d'authenticité qui est « Alterius non sit qui suus esse potest ». Ne sois pas un autre, pouvant être toi-même. Voilà, pour situer un petit peu le personnage. Il dit aussi « Mes écrits demeureront et subsisteront jusqu'au dernier jour du monde comme véritables et incontestables. » Il est dans une quête de sagesse et de vérité et il est convaincu que sa vision est plus proche de la vérité que celle des médecins de son époque. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on a souvent opposé Galien et Paracelse. Et en réalité, les vieilles doctrines hippocratiques qui ont été rééditées et revues par Galien et aussi la médecine gréco-arabe d'Avicenne avaient, au XVIe siècle, donc à l'époque de Paracelse, avaient complètement perdu leur signification. Elles s'étaient rigidifiées, sclérosées, et Paracelse, dans le fond, n'est pas l'ennemi de l'authentique médecine classique du passé. Il est l'ennemi de la rigidité des facultés qui ont sclérosé ces doctrines médicales, leur faisant perdre leur connexion au macrocosme. Le médecin s'était transformé en un théoricien scolastique coupé du monde réel. Et je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples qui montrent qu'il y avait un certain nombre d'aberrations, mais c'était établi, il fallait faire comme ça. Oui. Galien, vous voudrez redire en quelle année à peu près c'était Galien? Pardon? En quelle année était Galien? Ah, Galien, c'est 2e siècle de notre ère. Et Avicenne, c'est à peu près Avicenne, 1900 quelque chose. Donc. oui, Avicenne, c'est bien plus tard. Mais Avicenne a repris aussi les bases d'Hippocrate et de Galien. Donc, voilà, surtout une médecine où les médecins parlaient en latin pour qu'on ne les comprenne pas. Ils étaient imbus et comment dire, oui, imbus de leur connaissance et ils appliquaient des traitements sans aucun discernement. Donc, souvent réduit à la misère, il trouve tout de même la force de continuer à prodiguer ses soins. Il intervient lors d'une épidémie de peste en 1534 et il écrit beaucoup. Et dans son œuvre, qui n'est pas la principale mais qui est importante, La Grande Chirurgie, il donne beaucoup de conseils très judicieux contre les superstitions médicales de l'époque, pour traiter notamment les plaies, blessures, piqûres, empoisonnements, morsures, fractures, brûlures et ulcères. Alors, beaucoup d'éléments liés à des
des événements extérieurs, des blessures, etc. Mais il faut savoir qu'on est dans une époque où ça manie l'épée allègrement. Hein, c'est la période des guerres, enfin les guerres d'Italie, etc. Et en France, on est à l'époque de Louis XII puis François Ier. Belle période de Renaissance, mais ça guerroie toujours et il y a des révoltes et des révolutions et les blessures par arme blanche sont très fréquentes. Et comme la manière de les soigner n'était pas très efficace, il donne dans ce livre beaucoup de conseils. Il va aussi de manière indirecte et sans le savoir poser les bases de l'homéopathie. Il dit que le semblable guérit le semblable, contrairement à d'autres visions médicales où c'est l'opposé qui va corriger le problème. Si on a un problème lié à la chaleur, on va apporter du froid, et inversement. Mais pour lui, non, le semblable guérit le semblable. Il dit que ce serait un complet désordre de chercher les traitements dans les opposés. C'est pourquoi chaque maladie doit avoir un remède semblable à elle-même. Il dit aussi, le semblable soigne le semblable, le venin élimine le venin, le crabe lutte contre le chancre, la pierre dissout les calculs. Donc c'est la théorie du semblable. On traite les choses par le semblable. Et le deuxième élément qui va poser les bases aussi de l'homéopathie, c'est que la quintessence d'une plante est si efficace qu'une demi-once agit plus que 100 de la plante à l'état naturel. L'idée que les divisions infinitésimales ne vont pas diminuer l'efficacité d'un traitement, mais au contraire l'augmenter. Donc ça, c'est assez nouveau pour l'époque, et ce sera repris évidemment, puisque c'est la base même de l'homéopathie. Donc voilà, donc il écrit beaucoup, on le retrouve à Vienne, puis il revient à Salzbourg, où il meurt le 23 septembre 1541. Or sa mort est assez énigmatique, parce qu'il est jeune, il a 48 ans, il n'est pas en mauvaise forme physique, et dans une petite auberge, l'auberge du Cheval Blanc, on le retrouve mort le matin, et il n'y a pas d'enquête qui est faite ou quoi que ce soit, mais il y a pas mal de suspicions quand même qu'on l'ait un petit peu aidé à mourir, parce qu'il gênait un certain nombre de personnes quand même. Sur sa tombe est écrit « Ici J. Philippe Théophraste, docteur en médecine renommé, qui a guéri de terribles blessures, la lèpre, la goutte, l'hydropisie et autres graves maladies du corps, avec un art merveilleux. Il a offert ses biens pour qu'ils soient distribués aux pauvres. Et en l'an 1541, le 23 septembre, il échangea la vie avec la mort. Paix aux vivants et repos éternel aux dauphins. C'est joli d'échanger la vie avec la mort. Voilà pour le parcours de ce brave homme. Alors, revenons à nos piliers, et là, on va décliner un peu, et on parlera pas mal d'alchimie, parce que c'est vraiment au cœur de ce qui va donner l'efficacité à sa médecine. Le premier pilier, c'est la philosophie. Donc, nul ne peut être médecin s'il n'est d'abord philosophe. Il doit connaître la nature, parce que de celle-ci vient toute la science médicale. Le médecin doit être un amoureux de la sagesse en quête de la vérité, au-delà des dogmes et des croyances. C'est une philosophie de la nature qu'il défend, dans laquelle il s'inscrit. Mais au XVIe siècle, la philosophie de la nature n'est pas autonome. C'est particulièrement le cas chez lui, chez Paracelse, parce que sa vision des phénomènes physiques astronomiques, elle est conçue, incluse dans la théologie. Dieu est au centre de sa vision du monde. Paracelse voyait l'homme comme un composé à la fois céleste et terrestre. Dieu, après avoir créé le grand monde, le macrocosme, a formé le petit monde, le microcosme.
L'homme est ce petit monde qui contient toutes les qualités du grand monde. Ça veut dire que l'univers entier est présent dans l'homme. L'homme possède, et il va concevoir l'homme selon un plan ternaire, 3 niveaux, un corps élémentaire lié aux éléments. Je vais essayer d'avoir une... Tac. Vous voyez mon pointeur? Oui. Donc, un corps élémentaire lié à la Terre et aux 4 éléments qui va lui donner son corps physique. Hein, on a l'équivalent macrocosme, microcosme. Un corps sidéral en lien avec les astres et le ciel. Certains, après lui, parleront d'un corps astral, mais c'est la même idée. Et enfin, un corps qui le relie au monde de la surnature, le royaume supracéleste, là où résident les anges et où les corps éternels, enfin, c'est le domaine où les choses durent toujours. Et chez l'homme, ça devient son corps glorieux. Voilà, donc une vision ternaire de l'être humain comme du macrocosme, avec toujours Dieu et l'imprégnation de la religion chrétienne, puisqu'il le décline avec Dieu le Fils et le Saint-Esprit dans la surnature, et Dieu le Père qui crée la nature et tout ce qui existe. On reviendra un petit peu sur la philosophie, mais on va passer... Non, j'ai été trop vite. Voilà. Il y a un deuxième pilier qui est l'astronomie. Alors, Paracelse lui-même, enfin, on parle d'astronomie, mais dans cette période, l'astronomie inclut l'astrologie. Ce ne sont pas 2 choses différentes. Et c'est pour ça que dans ces textes, souvent, il dit astronomie et à côté de l'astrologie, c'est-à-dire les 2 en même temps. Le firmament est à l'intérieur de l'homme, nous dit-il, tout le firmament, avec les grands mouvements de planètes et des étoiles, qui entraînent des exaltations, des conjonctions, des oppositions et d'autres phénomènes semblables. Donc, l'homme porte en lui les différents éléments du cosmos qui l'entoure. Donc ce n'est pas simplement une influence d'éléments extérieurs à lui, c'est qu'il a en lui tous les éléments. Il a en lui Vénus, Mars, Mercure, Jupiter et au moins les planètes que l'on connaît. Le Soleil, évidemment. Un autre point important dans la vision de Paracelse, c'est la théorie des signatures. Toute chose est en rapport avec les astres. Ainsi, les minéraux, les plantes, les organes, les maladies portent en eux la signature d'un astre, plus que d'un autre. Ils les ont tous, mais la signature veut dire qu'il y a un aspect de cet astre qui est prédominant. Par exemple, on peut voir la planète qui domine dans les plantes. Les plantes qui sont de type Saturne vont être grandes et tristes, avec des fleurs noires ou grises, à l'odeur désagréable, des fruits acides, vénéneux. Ça donnera un aspect astringent et concentrateur. Jupiter va produire des plantes de grande taille, touffues, aux fleurs blanches et bleues, inodores et aux fruits légèrement acides, plutôt resplendissants, majestueux. Mars produit des plantes petites et épineuses, aux fleurs rouges, petites, à l'odeur piquante, des fruits vénéneux, colorés, donc colorés et épineux pour Mars. Le Soleil produit des plantes moyennes, aux fleurs jaunes très aromatiques, aux fruits aigres-doux, beauté, harmonie. Et alors, dans la vision de Paracelse, c'est très important de connaître la planète, l'astre, qui prévaut dans une plante, puisque lorsqu'il identifiera chez le malade un problème lié aussi, lui, à un astre, il va mettre en rapport les deux, puisque le semblable guérit le semblable.
la plante en rapport avec l'astre concerné va guérir la maladie du même astre. Laissez-moi faire mon exposé, vous poserez, notez vos questions et vous les poserez après. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas la plante qui guérit, mais l'astre dans la plante. C'est la signature, c'est ça qui est appelé la signature, qui est en lien justement avec l'astre de la maladie. Hein? Ce que la plante va porter dans sa quintessence ou dans son essence, c'est la signature de l'astre qui va agir sur la maladie. Ça va? C'est compréhensible, ceci? Même si ça paraît bizarre. Passons au troisième pilier, mais on reviendra un peu à l'astrologie. Alors, au XVIe siècle, l'alchimie n'est pas distincte de la chimie. C'est comme l'astronomie et l'astrologie. Et on appelle alchimie l'ensemble qui inclut la chimie. La chimie n'existe pas en tant que telle. Pour Paracels, l'alchimie est une voie de connaissance qui permet de comprendre l'évolution du vivant. Tout dans l'univers est en évolution, selon des cycles de vie, mort et renaissance. C'est le fameux solve et coagula, c'est-à-dire séparer et réunir, des alchimistes. Hein, séparer et réunir, et chaque fois qu'on sépare et qu'on réunit, on purifie. Et on resépare et on réunit à nouveau, c'est dans un plan un peu plus purifié, etc., etc. Mais ceci, lui le met en relation avec l'évolution du vivant, puisque tout est en évolution. Nous tous, les hommes, les planètes, les végétaux, les animaux, passons par ces cycles qui sont censés nous améliorer, nous faire évoluer au fil des cycles. La nature n'est pas achevée, elle est devenir. Si on considère que l'homme a atteint son niveau et qu'il n'a plus rien à apprendre, on ne peut pas être dans cette vision. Donc le rôle de l'alchimiste, que Paracels s'appelle le vulcanus, est de conduire à son terme ce qui n'est pas encore parvenu. Donc l'alchimiste va aider l'évolution de l'univers. Dieu a tout créé. De rien, il a fait quelque chose. Et si toutes les choses ont été créées de rien en vue d'une fin, d'un but, d'un objectif, aucune, cependant, ne l'a atteinte complètement. C'est au vulcanus d'accomplir cela. C'est donc le rôle de l'alchimiste pour lui d'encourager, de comprendre les grands cycles d'évolution et de les réaliser sur les métaux, sur les plantes, pour, quelque part, accélérer l'évolution de ces éléments, mais aussi, quelque part, l'évolution de l'ensemble. Puisque tout élément, toute partie qui évolue dans l'univers fait évoluer l'univers dans son ensemble. La préparation du médicament doit avoir une résonance avec le macrocosme, et pas la macrocosme. Avec les astres, ça on l'a déjà vu, pour qu'il puisse développer son efficacité. Pour que l'influence des astres puisse s'exercer, le médicament doit être libéré de sa partie matérielle. C'est pour ça qu'on parle d'essence, des plantes. Lui parle de l'arcane. L'arcane, c'est justement la vertu, l'essence qui fait la puissance curative du médicament. Elle réside, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la signature astrale. L'opération alchimique va extraire et dynamiser cet arcane. On va comprendre un peu mieux comment. Maintenant, alors, les bases de l'alchimie. Bon, des choses que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. Tout ce qui existe est composé de 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui sont 4 qualités, 4 moyens, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous connaissons, nous, de l'élémentaire, enfin de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Ce sont des symboles allégoriques, c'est un langage symbolique, et donc ces mots expliquent
Alors la Terre, c'est la capacité en fait d'exprimer une forme, de corporiser l'énergie. Le plan Terre va densifier les choses jusqu'au point de les fixer, bien que la matière soit complètement en activité tout le temps. Ça, on le sait depuis qu'on est allé voir la structure atomique et électronique des éléments. C'est une agitation permanente, mais à un moment donné, les choses se figent un peu dans une forme, qui est la matière. Donc, organisation de la matière, et ça va donner à notre échelle quelque chose de solide, une matière solide. L'eau, sa spécificité, c'est de canaliser, déplacer, transformer l'énergie. Donc, ce plan va permettre de croître, de vivifier. C'est toute la vie végétative, en rapport avec les végétaux, évidemment, la vie végétale et l'élément liquide, l'état liquide. Le premier, l'élémentaire, vous l'avez compris, est en rapport avec les minéraux et les minéraux. L'air, avec l'air, on a un élément supplémentaire qui est une capacité de changer de milieu, d'établir des relations et des liens avec autre chose que soi-même. C'est lié à l'état gazeux et c'est le plan, on va dire, de l'animal. La différence entre une plante et un animal, c'est que l'animal peut quitter l'endroit où il est pour aller voir ailleurs. La plante, c'est plus difficile, même si elle fait des efforts pour aller vers la lumière. Le feu, enfin, qui est la capacité de transformer le milieu, qui va nous donner une compréhension, donc une possibilité d'imiter, d'innover. C'est l'état lumineux en chaque être. Quand je dis chaque être, ce n'est pas seulement les êtres humains, puisque tout est constitué de ces 4 éléments, avec plus ou moins d'éveil de la conscience dans certains de ces plans. Dans l'alchimie, on définit aussi 2 essences, le soleil et la lune, le soleil étant symbole du feu de l'esprit, la lune de l'eau en tant que substance primordiale. C'est un peu les 2 essences premières de l'univers, un peu comme on a le yin et le yang chez les Chinois, ou la pensée divine et la substance primordiale dans certains textes d'ésotérisme. Et enfin, après les 4 éléments, les 2 essences, viennent les 3 principes de l'alchimie, le sel, le mercure et le soufre. Alors, on retrouve avec ces 3 éléments la vision ternaire dont on a déjà parlé un peu tout à l'heure, les 3 corps de l'homme, vous vous souvenez? Le sel représente son corps physique, le mercure, son corps sidéral, et le soufre, son corps glorieux ou son être intérieur, son âme immortelle, si vous voulez. Donc, Paracelse reprend une vision ternaire qui n'est pas nouvelle, qui était chère aux Grecs, dans laquelle l'homme répond à un ternaire dans lequel il y a ces 3 plans, le plan physique, le plan intermédiaire astral et le plan que les Grecs appellent le nous, l'esprit immortel. Ici, on a les symboles des 4 éléments. Le feu est symbolisé avec un triangle à pointe vers le haut. L'air, on a le même triangle, mais il est barré. L'eau, triangle à pointe vers le bas, comme les gouttes d'eau, ça tombe. Et la terre, triangle vers le bas, avec une barre horizontale qui montre l'aspect figé dans la matière. On retrouve nos 2 essences, soleil et lune, étant la première expression du un, du tout, qui englobe tout cela. Ça va par rapport à ce schéma? Alors, sel, mercure, soufre, c'est très important parce que c'est le langage des alchimistes. Pour accélérer l'évolution, comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir séparer ces principes. Et l'alchimiste va chercher à séparer le sel du mercure-soufre dans un premier temps,
Et cette opération se fait par exemple dans l'alchimie végétale qui s'appelle la spagyrie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. La plante concernée, prenons de la verveine, une plante de verveine. On fait sécher les feuilles et on fait passer de l'alcool pur à 100 degrés, qui n'est pas facile à obtenir déjà dans un premier temps. Il va falloir distiller, distiller et redistiller. Quand on a l'alcool pur, cet alcool a la capacité de fixer la totalité du mercure-soufre de la plante en laissant le sel dans l'éprouvette ou dans le ballon dans lequel s'est faite l'opération. Pour ça, il suffit de faire passer à travers les feuilles de plantes séchées cet alcool pur à l'aide d'un système de chimie, un ballon, l'alcool s'évapore, il passe dans un appareil où il traverse les feuilles qui ont été séchées et brisées à l'intérieur de cet appareil, et il en tombe des gouttes d'alcool porteurs du mercure-soufre de la plante. Ça va? Comme on a vu que l'important c'est de dégager notamment la partie du soufre de la plante qui sera agissante et très agissante sur la maladie, c'est tout l'intérêt et toute la démarche des alchimistes pour soigner. Mais on va y revenir, mais avant ça, on va s'intéresser à quelques symboles alchimiques, car c'est important pour comprendre qu'en fait tout est relié, l'astronomie, l'astrologie. Alors, on retrouve nos trois principes, soufre, sel, mercure. Nos quatre éléments, vous reconnaissez les symboles, c'est écrit en anglais, mais bon, vous comprenez. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces quatre éléments, ensemble, sont symbolisés par la croix qui est ici. C'est la croix des quatre éléments. Et ensuite, à partir de là, à partir de ces premiers éléments d'alchimie, toute la symbolique des planètes va émerger à partir de ça, plus les deux essences qu'on a ici, la Lune, qui est symbolisée par un croissant, et le Soleil par un cercle. Alors prenons par exemple Saturne. Dans Saturne, vous connaissez peut-être ce symbole si vous avez fait un peu d'astrologie, on a l'essence lunaire, la Lune, sous la croix des quatre éléments. C'est Saturne. Pour Jupiter, l'essence lunaire a émergé au-dessus des quatre éléments. Vous voyez le truc? Pour Mercure, qui est un élément complexe, fluide, insaisissable, on a les deux essences, avec la Lune au-dessus, le Soleil et la croix des quatre éléments. Parce que Mercure a cette capacité de relier tous les plans. C'est la même chose dans la symbolique des divinités. Le dieu grec Hermès, Mercure romain, c'est un dieu qui est le messager des dieux, qui a la possibilité d'intervenir en tant que lien et que transmetteur d'éléments des dieux vers les hommes et des hommes vers les dieux. Vénus, c'est la croix des éléments sous l'essence solaire. Et Mars, c'est la croix des éléments sur l'essence solaire. Ça l'était en tout cas, puisque la symbolique de Mars est transformée, parce que ce symbole-là, la croix sur le cercle, c'est devenu pour les chrétiens un symbole de la croix du Christ sur la terre. Donc on a remplacé le symbole de Mars par celui-ci que vous connaissez, qui est aussi le symbole du masculin, la polarité masculine. Vénus ayant gardé la symbolique de la féminité, ce qui est normal. Ça va? Alors, continuons avec séparer, purifier, réunir.
n'est rien d'autre qu'accélérer un processus naturel. Dans l'alchimie, on a deux voies. La voie dite du médicament, c'est-à-dire si on cherche à soigner, on va chercher à produire un médicament. Donc séparer et purifier pour obtenir le soufre de la plante à l'état le plus pur possible ou du minéral qui est le principe actif par excellence pour agir sur la maladie. Donc on va produire des teintures, des extraits, des élixirs qui sont censés être porteurs du soufre dynamisé dans la plante. Il y a une autre voie, mais qui n'est pas totalement étrangère à la première, qui est celle de la voie de la pierre philosophale. Le but est alors de séparer, purifier et réunir autant de fois que nécessaire pour obtenir l'élément dans sa totalité, c'est-à-dire réuni, dans une octave supérieure, la plus subtile et la plus sublimée qui lui donnera des pouvoirs extraordinaires. Un petit peu comme si on permettait, admettons qu'on fasse, on le fait avec les métaux ou les végétaux, on va le faire de manière à amener le métal ou le végétal à sa réalisation ultime. C'est pour ça que les alchimistes parlaient toujours de transformer les métaux en or. Pourquoi? Parce que l'or est au sommet de la hiérarchie des métaux. Donc, l'idée était d'aller vers l'état or. Dans les minéraux ou les pierres précieuses, c'est l'état de diamant. C'est le diamant qui représente l'état optimisé du minéral. Donc, la pierre philosophale, une fois obtenue, très peu l'ont obtenue, a des pouvoirs extraordinaires. Elle peut transformer les métaux en or, enfin, elle peut, par simple contact avec n'importe quel autre élément, elle permet sa transmutation immédiate et complète. Donc, si vous avez une maladie qui vous embête, plof, la maladie est transmutée, c'est-à-dire qu'elle disparaît. Et ça, c'est dans le cadre de la médecine, mais les pouvoirs de la pierre philosophale sont, à ce qu'on peut lire de manière suffisamment fiable, extraordinaire. Autre élément très important, et heureusement qu'il existe, c'est qu'aucun résultat extérieur de transmutation n'est possible si le vulcanus, c'est-à-dire l'alchimiste lui-même, ne s'est pas transmuté. C'est-à-dire que c'est au fil de la progression de l'homme, de l'humain, qui est l'alchimiste, de son amélioration et de sa propre évolution intérieure vers l'état d'homme réalisé, d'homme d'or, symboliquement, c'est une image que l'on trouve aussi. On est tous faits de métaux plus ou moins lourds et on va tous vers un état d'homme réalisé, d'homme et de femme évidemment, réalisé. L'homme d'or, l'homme archétypal. Et la possibilité de modifier quelque chose dans son environnement, donc dans les végétaux, les minéraux, est corrélée à la capacité de se transformer soi-même. Et je disais tant mieux, parce que beaucoup ont essayé de faire de l'or, mais si la motivation n'est pas la bonne, on a zéro chance de réussite. Donc ils ont passé leur vie à distiller, redistiller, séparer, réunir, pour obtenir rien du tout. Parce que si on le fait dans un but matérialiste ou d'intérêt personnel, ça ne pourra pas fonctionner. Donc c'est une garantie, c'est une protection de la voie alchimique. Passons à la dernière vertu, mais on y est amené directement par ce que je viens de dire, puisque si le médecin n'est pas vertueux, il aura peu de résultats à un certain niveau, même par rapport à ces malades et à la maladie. La vertu. Les vertus et la vie morale du médecin sont les conditions préalables et fondamentales des trois autres piliers.
Donc si on veut aborder l'astronomie, l'alchimie ou même la philosophie sans cette nécessité d'une vie morale, on a toutes les chances de ne pas avancer beaucoup. Le médecin doit être un modèle, donner l'exemple. Il a besoin d'avoir une vision transcendante du monde, croire dans le divin, chercher la vérité et l'ordre de la nature pour arriver à la connaissance véritable. Il devra investiguer durant toute sa vie, depuis l'enfance et dans toutes les sphères de la vie. C'est-à-dire toutes les sources d'apprentissage si on sait lire la nature, au sens le plus large. Le médecin doit être utile aux autres et non à lui-même. Il doit éliminer en lui-même, progressivement, ça peut être progressif, toute forme d'orgueil, d'égoïsme et d'intérêt personnel. Pour Paracelse, être médecin, c'est non seulement une vocation, mais un sacerdoce, c'est-à-dire une mission sacrée. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, lui a senti assez tôt dans son enfance, son adolescence, que sa mission était là. Voilà par rapport à ce petit bonhomme. Alors, pour terminer, après je vous laisserai la place aux questions. La plupart des représentations de Paracelse nous le montrent avec une épée, la main sur le pommeau. Alors il y a deux raisons à cela. D'abord, il avait toujours avec lui son épée. Pour une raison très concrète et pragmatique, c'est qu'il avait des ennemis et il pouvait être à n'importe quel moment attaqué. Il dormait même avec son épée près de lui. La main sur le pommeau de l'épée est plus énigmatique. Un certain nombre de légendes disent que dans le pommeau de cette épée se trouve la pierre philosophale qu'il a réussi à obtenir. Mais ça, c'est une légende. Voilà par rapport à ce petit garçon, ce petit bonhomme qui il ne payait pas de mine. Lui-même se trouvait bien comme il était, mais de l'avis de certains, et ses détracteurs lui reprochaient, il était très proche des gens simples. Hein. Le fait d'avoir connu avec son père, d'avoir visité les gens de la campagne, les paysans, etc., a toujours fait qu'il se sentait beaucoup plus proche de ces gens-là que des nobles, que des grandes cours. Et il était toujours lui-même habillé un peu comme un paysan. Et même parfois, on lui refusait l'accès dans certains lieux, certains palais. Une petite anecdote, l'empereur d'Autriche, l'empereur Ferdinand, le fait appeler à un moment donné, je ne sais plus à quelle époque de sa vie, parce qu'il souffre atrocement d'une maladie qui devait être la goutte, apparemment, et aucun médecin n'est capable de le soulager. Donc, encore une fois, en désespoir de cause, il fait venir Paracelse. Alors, Paracelse se présente en vêtements de paysan. On veut lui interdire le passage, mais l'empereur le voit et lui dit « Faites-le entrer. S'il a l'habitude de guérir avec ses vêtements, qu'il entre, qu'il vienne. » Donc, il vient, Paracelse étudie le problème, donne un traitement à l'empereur, et disparaît. Il disparaît dans la nature. Paracelse disparaît. Que se passe-t-il ensuite? L'empereur voit ses douleurs décuplées, devenir insupportables. Le jour suivant, pendant 48 heures, il fait chercher Paracelse partout dans la ville. Paracelse est introuvable. Et les 48 heures passent, et le lendemain, les douleurs commencent à s'améliorer. Et encore un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, plus de douleurs. Lui qui souffrait comme une bête depuis, peut-être pas des années, mais des semaines, est très heureux de l'intervention de Paracelse. Et Paracelse, qui s'était un peu caché quand même, réapparaît dans le palais, 1 semaine, 2 semaines après, et va voir l'empereur.
L'empereur très content, bravo, vous m'avez libéré, mais heureusement que je ne vous ai pas trouvé dans les 2 premiers jours, je vous aurais fait exécuter. Paracelse dit, je le savais, c'est pour ça que je me suis caché. Bon, c'est une anecdote. Voilà, moi j'ai terminé ce que je voulais vous expliquer, mais on peut continuer à débattre, il est 9 heures. Oui, si vous avez des questions.